Dans le cadre de la 15e édition du Business et Legal Forum et à l'issue de notre table ronde qui a été consacrée aux ONG, je suis ravie de retrouver Patrick Lefat. Vous êtes président de Transparency International. Pierre-Samuel Gage, vous êtes président directeur général d'Affectio Mutendi. Et Philippe Portier, vous êtes avocat au barreau de Paris et de New York au cabinet Jantet. Première question sur la légitimité et le rôle des ONG. Est-ce qu'on peut parler, selon vous, d'un cinquième pouvoir ? Patrick Lefat. Je crois que c'est exagéré. D'abord, ce cinquième pouvoir, il n'existe pas dans la plupart des régimes illibéraux, puisque les ONG n'ont pas de place. Dans nos démocraties occidentales, c'est vrai qu'elles ont pris une certaine importance, mais de là à en faire l'équivalent d'un quatrième pouvoir, c'est-à-dire l'équivalent des médias, je pense que c'est tout à fait exagéré. Elles n'en ont pas les moyens. Elles n'ont pas non plus, disons, l'écoute suffisante et il faut qu'elles conquièrent leur légitimité. Je pense qu'il y a du travail devant nous pour aller à constituer ce cinquième pouvoir. Pierre-Samuel Gage. C'est donc une question de temps. Les moyens, elles les développent actuellement. Elles se dotent des outils, notamment juridiques ou de lobbying. Leur représentation au niveau de Bruxelles est une force. Ça permet d'ailleurs de faire avancer les textes sur ces sujets. Elles ont une légitimité à agir. Elles représentent une part de l'intérêt général par autodéfinition. Mais toujours est-il qu'il faut bien quelqu'un qui s'occupe du climat, de l'environnement, de la biodiversité ou de ce genre de problématiques. Le citoyen seul ne peut pas s'en saisir. En revanche, il adhère. Et en adhérant, il donne force et crédibilité au mouvement. Vous voyez la page Facebook de Greenpeace, c'est 3 millions de personnes. En France, on est à près de 200 000 membres adhérents. C'est quand même une force représentative. Et dans un système démocratique, elles ont de plus en plus leur place, elles agissent et elles ont de l'impact. C'est vrai que dans les pays non libéraux, elles ont du mal à agir, mais du coup, elles dénoncent aussi. Elles alertent. Et le statut de lanceur d'alerte sur le continent africain est extrêmement développé et soutenu par la plateforme des lanceurs d'alerte. C'est un exemple. Donc elles ont une légitimité à agir, ce qui me fait dire qu'elles sont un cinquième pouvoir. Votre avis, Philippe Portier ? C'est évidemment un concept très marketing, la notion de cinquième pouvoir, de la même manière que le quatrième pouvoir n'en est peut-être pas vraiment un, ça dépend sous quel angle on regarde. Ce qui est certain, c'est quand même dans certains domaines, certaines ONG vont émerger comme un véritable pouvoir. Je m'explique. Dans les ONG, on a celles qui relèvent de l'humanitaire, du développement, et on ne parle pas de celles-là qui font un travail de terrain et qui est particulier. Mais je parle plus à celles qui sont aujourd'hui investies dans le champ de la responsabilité sociétale des entreprises et qui interagissent avec notre tissu économique de manière de plus en plus profonde et qui, de manière assez procyclique, en quelque sorte, construisent leur légitimité future sur la légitimité d'hier. Je m'explique. Elles sont à l'origine, à l'alpha et l'oméga de nouveaux textes, comme le devoir de vigilance des entreprises. C'est-à-dire qu'elles ont promu l'émergence de textes qui mettent en responsabilité les entreprises devant leurs impacts sociétaux, environnementaux, à leur niveau, de leurs filiales. Et ce sont des textes qui se construisent au fil de l'eau, mais il y a une accélération qui est bien compréhensible dans la société d'aujourd'hui, qui se traduit depuis 5 ou 6 ans. Et elles sont à la fois à l'origine de ces textes, et ces textes les utilisent également, les mettent en avant dans un rôle de co-création, de surveillance, de participation, de dialogue dans le plus bas des cas. Mais en réalité, ces ONG deviennent indispensables dans la mise en œuvre de ces règles d'encadrement, on va dire, éthique, en quelque sorte, des entreprises. Donc en réalité, elles émergent comme un cinquième pouvoir de manière très claire, mais dans un univers un peu spécifique. Et évidemment, on ne parle pas, encore une fois, du champ du développement. Donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de très marqué de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a une démission qui est quand même constatée du politique sur une série de sujets. On l'a vu avec Sapin 2 qui fait obligation aux entreprises de faire leur propre police. Pourquoi pas ? On a vu avec Vigilance qui oblige les entreprises à investiguer et à mettre en œuvre des principes internationaux que manifestement les instances supranationales et les instances nationales n'ont pas réussi
à mettre en œuvre à l'échelon mondial. Donc on demande aux entreprises de le faire, et pour que les entreprises le fassent sans aucun contrôle possible de la part des instances nationales, il y en aura, mais c'est presque secondaire, eh bien on met en place ces espèces de lanceurs d'alerte d'un genre particulier que sont les ONG. Donc oui, elles vont avoir un rôle fondamental, et un rôle qui s'assimile à un rôle peut-être encore plus profond sur ces segments-là que les premiers pouvoirs, puisqu'elles vont être à la fois dans l'élaboration des textes, dans leur mise en œuvre et dans leur surveillance. Donc on est à la fois sur l'exécutif et le législatif et le judiciaire en quelque sorte, mais je ne veux pas aller trop loin non plus dans l'analogie qui reste du domaine du marketing. Je peux rajouter le médiatique. Et le médiatique est le tribunal souverain. Bien sûr. Le tribunal souverain en matière de RSE, effectivement, tu as raison de le soulever, puisqu'on est sur un domaine où l'impact réputationnel va dépasser tous les autres probablement, parce que même des sanctions pécuniaires sont acceptables pour des entreprises, mais en revanche, perdre des talents qui ne veulent pas venir chez vous parce que vous êtes taxé d'éco-blanchiment, de greenwashing, ou parce que vous n'êtes pas dans les clous de la réglementation, eh bien, ça sera des vrais enjeux. Je ne parle même pas du citoyen qui peut-être deviendra un consommateur éclairé un jour, mais on n'y est pas tout à fait, je crois. Alors, au-delà de leur rôle de veille et d'alerte que vous citez tout à l'heure, quel est l'intérêt des entreprises justement à coopérer et engager un dialogue en amont, mais aussi peut-être de façon permanente avec les ONG? Patrick Leffa. Je pense que la coopération, elle est vraiment essentielle. C'est un droit qui est quand même à co-construire. On est dans des horizons qui ne sont pas exactement le même. C'est vrai que les ONG ont plutôt tendance à vouloir tout de suite, à faire en sorte que du jour au lendemain, les entreprises se mettent en conformité. Les entreprises, c'est le temps long, c'est d'abord effectivement le fait qu'elles ont une problématique de continuité d'exploitation, qu'elles ont à faire face à de très nombreux risques, menaces, elles s'adaptent en permanence. Ça, il faut que les ONG l'apprennent. Ça ne peut pas se faire on est crédible à condition d'être réaliste dans les objectifs et dans ce qu'on attend des entreprises. Faire bouger les choses au travers d'un procès, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. L'exemple qui nous occupait tout à l'heure de Total Energy, quand vous comparez son rapport de 2018 et le rapport de 2022, il a considérablement augmenté. Et donc il y a plein d'informations qui ont été données, qui n'auraient pas été données s'il n'y avait pas eu cette action. Et bien ça va, je pense, dans le bon sens, parce que c'est l'information du public. Mais ça se joue aussi vis-à-vis des investisseurs institutionnels, des agences de notation. C'est donc un sujet où l'information, il ne faut pas qu'elle soit fausse, il faut qu'elle soit pertinente. Pierre-Samuel Gage, alors, sur la coopération. Je rebondis en effet sur ce que dit mon ami, en l'occurrence l'inflation d'informations dans le rapport de Total Energy est très liée au fait qu'un plan de vigilance, c'est un cycle, on le débute en 2017, on publie le plan en 2018 et on arrive avec des résultats en 2021-2022. Parce qu'en fait, on ne peut pas sauver le monde en une journée. Et puis, tout simplement parce que, et c'est également au regard justement des attentes exprimées par certaines ONG qui veulent tout de suite, les choses doivent se faire dans un temps long. Et quand il s'agit de revoir des chaînes de valeur, de revoir des process industriels, de revoir des comportements, eh bien, cela ne se fait pas en quelques minutes. Donc on arrive à cette maturité sur la question du devoir de vigilance parce qu'on a maintenant des gens qui publient des résultats, là où il y a 3-4 ans, ils publiaient des intentions qui répondaient au cadre réglementaire, mais les intentions d'une politique, par exemple. Philippe Portier. Oui, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais je pense qu'il y a deux tensions possibles. Il y a une tension professionnalisante, c'est-à-dire véritablement, puisqu'on est confronté à l'obligation d'être vigilant sur sa chaîne de valeur, eh bien comment on va travailler là-dessus? Qui peut nous aider? Des experts, pourquoi pas des ONG, notamment des ONG locales. Donc il y a une dimension, on va dire, de travail professionnel sur le sujet et de faire appel finalement aux meilleurs. Donc ça, bien évidemment, c'est à promouvoir, c'est à cadrer, parce qu'aujourd'hui la gouvernance de cette coopération-là, entre guillemets, de cet échange, de ce dialogue,
dialogue, on n'a pas encore trouvé les mots pour le décrire, mais la gouvernance n'existe pas. La confidentialité des échanges, est-ce que dès lors que nous sommes d'accord sur quelque chose, eh bien derrière vous allez quand même nous attaquer parce que vous trouvez ça quand même insuffisant, donc est-ce que le compromis s'impose aux partis? Ce genre de choses n'est pas encore sur la table. Il y a l'autre peut-être espoir qui, à mon avis, celui-là doit être immédiatement écarté, c'est précisément cette idée d'acheter, entre guillemets, la paix auprès des ONG. Puisque là, bien évidemment, il y a différentes catégories d'ONG. Il y a des ONG qui, par principe, ne collaboreront pas, puisqu'elles veulent garder une liberté absolue de pouvoir s'adresser aux entreprises dans le cadre de plaidoyer, donc d'utiliser, encore une fois, le levier qu'elles ont sur les entreprises pour faire agir, par exemple, les pouvoirs publics et faire progresser un sujet. Donc on est dans l'advocacy, qui est un des métiers. C'est très difficile à rendre compatible avec un travail avec les entreprises. Mais au-delà de ça, même les autres, je pense qu'il ne faut pas s'illusionner en pensant qu'on va acheter une forme de paix sociale ou de paix sociétale, en quelque sorte. Donc non, la gouvernance reste à inventer. Elle sera nécessairement limitée à des cadres assez précis. Et ce qui est évident, c'est pour que ça fonctionne, il faut que du côté des ONG qui veulent participer de ce mouvement-là, il y ait un certain nombre de règles. C'est-à-dire qu'on voit qu'aujourd'hui, par exemple, dans les projets sur la directive vigilance européenne, il y a énormément d'obligations qui sont imposées aux entreprises, d'obligations je ne sais plus quel est le terme utilisé, mais enfin de débat significatif, quelque chose comme ça, donc quelque chose d'assez substantiel. Toutes ces obligations reposent sur l'entreprise. Mais rien ne repose sur les ONG. Alors c'est évidemment beaucoup plus difficile, encore une fois, ne serait-ce que parce que les ONG, ce n'est pas un concept uniforme, il n'y a pas une ONG dédiée à un sujet avec qui on peut travailler et se dire c'est réglé. Non, c'est très volatile, c'est très protéiforme, donc c'est très difficile de faire ça. Mais pour autant, ça va manquer. Ça va manquer, c'est-à-dire quel est le cadre normatif, le cadre de la gouvernance, de la coopération ou du dialogue entre ONG et entreprises. Je pense qu'il y a un travail qui reste à faire de ce point de vue-là. Alors est-ce que ça doit être de l'autorégulation ? Ce qui, pour moi, plutôt à privilégier dans un premier temps. Est-ce que ça doit être du cadre du normatif au niveau européen? Je n'ai pas d'idée préconçue, mais je pense qu'on passera nécessairement par une forme d'autorégulation d'abord. Merci à tous les trois pour nous avoir fait part de votre expertise. Merci.